Goedemiddag allemaal, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite tous et toutes les bienvenus à notre nouvelle session de ce jour de notre Home of Governance Talks. Et nous avons aujourd'hui comme invité d'honneur le professeur Bruno Coleman. Bedankt allemaal om in grote getalen aanwezig te zijn. Ik zie dat jullie, net als ik, allemaal heel erg uitkijken naar wat Bruno ons gaat komen vertellen. Het thema van vandaag is kapitalisme et résilience. Et donc, nous avons préparé 6 questions que nous allons immédiatement poser à Bruno Coleman. Tout d'abord, une petite introduction. Comme vous le savez, vous avez été tous mis sur mute à votre arrivée. C'est pour des raisons de sécurité. Je vous rappelle également que si vous deviez quitter la session, on va vous demander de vous identifier avant de pouvoir re-rentrer dans la session. C'est également pour des raisons de sécurité. Nous veillons vraiment à la sécurité des participants et c'est pour cela que nous sommes obligés d'être sévères. Si jamais il devait y avoir un problème, n'hésitez pas à contacter nos services et à poser vos questions directement. Donc, un petit rappel, comment se passera la session. Donc, après les questions que je vais poser à Bruno Coleman, vous aurez l'occasion de vous poser des questions par le Q&A du Zoom. Donc, tijdens de vragen die ik al ga stellen aan Bruno, mag u alvast uw vragen doorsturen via de Q&A-functie van de Zoom-sessie. En ik zal die vragen nadien één voor één voorleggen aan Bruno Coleman. Bien évidemment, il se pourrait qu'il y a trop de questions pour les traiter aujourd'hui. Si jamais il y a des questions qu'on ne saurait pas traiter pendant la session d'aujourd'hui, ces questions seront répondues après la session même. Donc voilà, je ne sais pas si Bruno, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, un grand merci. Hein, tu es très occupé, donc c'est très gentil de vouloir partager cette heure avec nous. Je ne pense pas que tu as besoin de beaucoup d'introductions, mais j'ai quand même un très beau CV. Donc Bruno est économiste, financier, fiscaliste, auteur renommé. Nous avons le plaisir d'avoir Bruno comme lié de longue date à notre institut, donc il est passionné aussi, entre autres, par la gouvernance d'entreprise. Et Bruno est aussi ancien membre de notre conseil d'administration de Goberna. Et évidemment, nous connaissons aujourd'hui Bruno aussi en sa qualité de CEO de Degroof Petercam. Alors Bruno, nous avons préparé ensemble 6 questions autour du thème capitalisme et résilience. Et donc, si tu veux bien, je vais débuter avec la première question qui parle de la gestion de la crise que nous vivons pour l'instant. Crise qui demande en fait une gestion permanente du court terme. Et je pense que tu es un grand spécialiste maintenant parce que dans le cadre de ton mandat, auprès de Degroof Petercam, tu as, avec tes équipes, géré en quelque sorte un triple stress test. Tout d'abord, la situation à ton arrivée, mais également cette pandémie qui n'était prévisible pour personne, mais aussi la transformation digitale, problème que nous connaissons très bien chez Goberna parce qu'on la vit aussi pour l'instant. Et alors, on voudrait avoir ton point de vue, généralement parlant dans ces circonstances difficiles, comment est-ce qu'il faut faire pour garder cet équilibre qui est nécessaire entre le court terme et le long terme, comment faire pour continuer à répondre à la raison d'être de l'entreprise et à sa mission, mais en veillant également évidemment à sa survie dans le court terme, à sa sécurité, à sa survie financière. Mais écoute, d'abord à tous, merci beaucoup de m'avoir accueilli ce soir. C'est vraiment un grand honneur de pouvoir partager sur ces matières. C'est quelque chose que je ne fais pas souvent, donc je vais me rompre à l'exercice en espérant être clair. Mais tout d'abord, peut-être un point, effectivement, dans le cadre de ma fonction, et c'est un témoignage personnel, on a dû vivre beaucoup de crises en un an, énormément même, puisque la banque était dans un état fragilisé quand j'ai pris mes fonctions. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été nommé CEO. Il a fallu renouer avec les régulateurs, il a fallu repenser l'entreprise et il a fallu mettre en œuvre toute une série de chantiers très très rapidement, à commencer par une remédiation
en matière de documentation des comptes clients, ce qui nous a conduit à onboarder à peu près au total presque 300 consultants, pas tous dans cette matière, mais pour une entreprise de 1400 personnes, c'est vraiment gigantesque. Ça pose des questions logistiques extrêmement aiguës. Il y a eu ensuite la crise du Covid qu'on a bien anticipée et puis effectivement toutes ces transformations digitales, comme tu l'as dit, qui s'est greffée là-dessus. Et en fait, la première crise, la remédiation a été une obligation existentielle et donc ça a été un travail d'alignement du management. J'en ai tiré une leçon, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'intelligence collective dans une entreprise, mais que quand on est en théâtre d'opération, il faut une équipe soudée, il faut une équipe qui soit alignée, et donc ça a conduit à certains changements dans la direction assez rapidement, parce qu'on ne peut pas se permettre quand on est dans un champ de bataille d'avoir des généraux qui ont des plans différents en matière de déploiement des troupes. Donc il y a beaucoup d'intelligence collective. Et quand la crise du Covid est arrivée, on a en fait très bien anticipé les choses. Il se fait que, je vais vous raconter cette histoire, elle est vraiment étonnante. Au mois de janvier, j'ai entendu sur France Inter, que j'écoute tôt, je me lève assez tôt le matin, une information qu'on a pu entendre après pendant des jours et des jours, disant qu'il y avait une nouvelle grippe en Chine qui avait été identifiée. Et ça m'a interpellé, j'ai commandé tout de suite 200 masques et du gel, et j'ai demandé à l'entreprise de se préparer. Alors, au début, personne ne m'a cru, et finalement, j'ai dû imposer ces masques, ces gels, et puis le mouvement a pris. On a acheté 300 laptops et donc on a pu, bien avant le moment de décision du lockdown, passer en télétravail et nous n'avons eu aucun problème informatique depuis maintenant le 13 mars, je crois, quand ça a commencé. Et alors, ça nous a permis, de nouveau, avec beaucoup d'intelligence collective, de réfléchir au business case. Et en fait, c'est pas la première entreprise que je dirige, mais là n'est pas la question. Moi, je crois qu'il faut concilier deux choses dans un travail d'équipe. D'abord, il faut de la rigueur dans l'intelligence. C'est-à-dire que on peut tous travailler de manière répétitive, croire qu'on sait comment on fait, ou bien on peut à un moment arrêter un peu le temps et réfléchir de manière contradictoire, parfois difficile, à ce qu'on veut être, à quel est le projet d'entreprise, comment l'organiser, comment aligner les hommes, les femmes, les idées, les départements, les valeurs ajoutées, comment mesurer les choses. Et c'est vraiment à ce à quoi on s'est attelé pendant cette crise du Covid. On a profité en fait d'avoir plus de temps pour nous dans un rapport différent, souvent d'ailleurs beaucoup plus respectueux, parce que les Webex et les Zooms, ça permet d'avoir des discussions où chacun parle les uns après les autres et avoir des documents de support. On a repensé fondamentalement l'entreprise et on a pris de gigantesques décisions de gestion, de cession de filiales, de plans informatiques qu'on a fait adopter pendant la période du Covid. C'est un plan transformationnel majeur dans l'entreprise. C'est une fois tous les 20 ans dans une banque. Et dans toute série de domaines. On a développé un nouveau contrôle de gestion. On a pu décortiquer toutes les rentabilités et ce qui devait être gardé ou pas gardé. Donc, c'était un travail d'intelligence collective, mais surtout d'intelligence rigoureuse. Et d'autre part, on s'est attelé aussi, c'est l'autre qualité, je crois, qui est importante, à développer notre intuition. C'est-à-dire qu'une entreprise peut toujours se limiter à se benchmarker, à faire comme les autres, ou bien au contraire à se dire, mais quel est ce qu'on appelle mon blue ocean ? Quels sont mes facteurs discriminants? Il faut les trouver, hein, parce que c'est pas toujours facile quand on est dans un métier traditionnel de trouver des éléments discriminants. Donc on a réfléchi à ce qu'on voulait développer, et ça aussi, ça s'est fait parfois de manière compliquée, difficile, pas violente, mais parfois un tout petit peu virile, on va dire. Et donc, je pense que ces deux aspects, intelligence collective, rigueur de l'intelligence et intuition, ça nous a permis d'avancer. Et en fait, cette crise du Covid, aujourd'hui, nous a porté beaucoup plus loin que l'endroit où je croyais qu'on allait être il y a un an. Voilà. Ce que je voulais justement te poser comme question, Bruno, c'est fascinant ce que tu racontes et je pense que beaucoup de gens, beaucoup de participants vont reconnaître cela aussi. Est-ce que tu penses que ça ce serait cette gestion des autres points que tu avais à ton agenda, se serait passé différemment sans la crise du Covid? Oui, et peut-être plus difficilement, parce que on a vécu une année vraiment de décisions importantes, de chocs, de décisions qui étaient committing pour l'entreprise. Et le fait d'avoir un rapport éloigné avec les personnes, qui permet aussi de discipliner les réunions, nous a sans doute permis d'aller plus loin et en tout cas d'être plus rigoureux dans les analyses que ce qu'on aurait pu avoir, parce que
C'est vrai que l'aspect comportemental est très important, l'aspect d'échange, le behavior, c'est très important, mais en même temps, ce qu'on nous demande, c'est de gérer une entreprise au mieux. Et je voudrais ajouter une chose, on a eu une préoccupation qui était en fait le personnel. Parce que on s'est bien rendu compte quand cette pandémie arrivait qu'on devait sécuriser notre personnel et être vraiment dans la véritable bienveillance. Pas une bienveillance paternaliste, non, une véritable bienveillance, c'est-à-dire que les gens tiennent bon. Et on a vu plusieurs phases, et vous l'avez tous vu dans vos entreprises. Hein. D'abord, il y a une phase un peu d'euphorie. On a cru que ça allait pas durer longtemps, ça a duré plus longtemps, et puis c'était le printemps, l'été, c'était plus facile. Puis il y a quand même des phases un peu dépressives. Les vacances se sont mélangées, c'était pas clair, et maintenant de nouveau il y a un aspect un peu dépressif. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment care for people. C'est-à-dire que chaque chef de département, chaque administrateur délégué, chaque chef d'équipe a l'obligation, et c'est devenu quelque part une routine maintenant, de garder le contact et d'amplifier les contacts avec les personnes pour les garder dans le projet. Et ce que j'ai fait à titre personnel, alors ça va vous sembler un tout petit peu bizarre, mais je continue à le faire encore maintenant, j'envoie un email à tout le personnel, tous les matins, parfois très tôt, parfois vers 7 heures, ça dépend l'heure à laquelle je me lève moi-même, et dans un message de cohésion. Dans un message de cohésion, en tenant tout le personnel informé des développements, parfois très importants, parfois pas importants, de nos rapports avec les régulateurs, de la rentabilité. Donc, chaque jour où j'essaie de tirer la nouvelle du jour pour la partager. Et je suis étonné parce que j'ai dû recevoir des centaines et des centaines d'emails de retour depuis que j'ai commencé à faire ça au mois de mars. J'avais arrêté un peu pendant les vacances. Et autre chose qui va sans doute vous sembler parfaitement ridicule, mais ça n'est pas ridicule pour moi, et surtout pas pour le feedback que je reçois, c'est que j'essaie de trouver tous les jours une vidéo sur YouTube musicale qui représente un projet, quelque chose qui fait rêver, un message. J'ai 59 ans, donc ce sont des choses parfois un peu anciennes, mais je suis assez étonné de voir que ça crée une attente, une interaction très indirecte, mais en fait vraiment positive et amicale, et on a développé, je crois, de l'amitié professionnelle depuis cette crise. Tout à fait. Je pense qu'effectivement que le facteur humain est devenu beaucoup plus important dans nos relations professionnelles. Je pense que nous le constatons tous et on va y revenir quand on parle des rôles du board. Le rôle de leadership du board a pris aussi de l'ampleur suite à cette crise. Oui, absolument. Voilà. Et oui, tu as raison, Sandra, d'autant plus que Degroof Petercam, c'est une entreprise qui a un actionnariat fermé. C'est un close-end company. Et donc, il est clair qu'il y a une interaction, une proximité naturelle très proche entre les actionnaires, qui sont souvent administrateurs, le comité de direction, mais tout le personnel. Et donc, il y a une résonance qui s'est créée, une pulsation. Et on a quand même senti qu'il y avait aussi beaucoup de bienveillance de la part des familles actionnariales, parce que c'est un people business dans lequel on est. Et donc, il y a une reconnaissance mutuelle, je crois, de cet état. Tout à fait. Et dans toute cette gestion de crise, comment vous avez fait concrètement, tu as fait concrètement pour veiller quand même au long terme aussi, à la mission de l'entreprise? Parce qu'il y a la gestion du court terme, mais il y a aussi la gestion du long terme. Eh bien, en fait, on a concilié les deux, c'est-à-dire que ce qui était structurant dans notre activité, c'est d'abord le choix d'activité. On a, et c'est lourd, hein, on est présent dans 5 pays, c'est d'ailleurs très bien, mais on a décidé par exemple de vendre les activités espagnoles, parce qu'on s'est dit qu'avoir 5 licences bancaires dans 5 pays, c'était compliqué. On a dû faire des changements managériaux extrêmement approfondis en Suisse. D'ailleurs, on a dû changer l'équipe de management quasiment à distance. Et on a renforcé la France, qui est en transformation, le Luxembourg et la Belgique. Mais ce qui est fondamentalement structurant dans une banque, c'est le système informatique. Parce qu'il faut être on va dire dans l'excellence opérationnelle. Et ça, c'est le long terme. Et donc, on a à la fois repensé les segments de clients, les produits qu'on offrait autour de ce projet informatique qui occupait des dizaines de personnes. Et ça, c'est vraiment le long terme parce que je le disais tout à l'heure, c'est très committing. C'est un exercice qui soutient l'entreprise pendant 20 ans. Et on sait très bien que Degroof Petercam est une entreprise très traditionnelle, qui était peu digitalisée, qui était un peu en retard. Pourquoi? Parce que dans un people business, on n'est pas toujours conscient du fait que, ben voilà, il faut parfois se moderniser plus rapidement. Et ça, c'est vraiment l'exercice structurant qu'on a fait. Et puis, vraiment,
on a, grâce à des équipes financières extrêmement pointues, revisité toutes les questions ouvertes de l'entreprise, de la plus importante à la plus grosse, à la plus petite, à la plus mince, tout était revu. N'importe quelle question, avec un board extrêmement impliqué, était revu. Est-ce qu'on garde l'activité? Est-ce qu'il y a un risque? Pourquoi? Comment? Combien ça rapporte? Quelle est la contribution? Pour qu'il n'y ait aucune question ouverte de la part du conseil dans la gestion de l'entreprise. Super, merci beaucoup. Alors, pour effectivement parler du monde en général et du monde banquier en particulier, voilà, tout change évidemment. Il y a une chute importante du PIB, nous sommes dans un deuxième lockdown. On en profite quand même, tu es un grand financier, un grand économiste. Quelles sont tes prévisions? Comment est-ce que tu vois les mois qui sont devant nous? Ben, je vois une situation qui est difficile parce qu'une économie est d'abord fondée sur la confiance, tant de la part des ménages que de la part des entreprises. Et finalement, la plupart des actes que nous posons en matière de consommation, d'investissement, d'entrepreneuriat sont basés sur la confiance qu'on a dans l'avenir. Et cette confiance, aujourd'hui, elle sera difficile à rétablir complètement, parce que d'abord, nous sommes devant des données inconnues. Médicales qui sont inconnues, et parce qu'aussi la gestion publique de cette crise n'a pas été optimale, même pas du tout, et ce pays n'a pas montré une unité de vision, une unité de pensée, d'action qui aurait été de nature à rassurer la population. Donc aujourd'hui, ce que je crains le plus, c'est un peu une perte de morale, et c'est aussi une distanciation, une individualisation des personnes qui ne se retrouvent plus dans un projet de société collectif. Ça, c'est vraiment mon inquiétude, et je pense que derrière cette question, il y a des risques sociaux, parce que quand on n'est plus dans un projet collectif, quand on n'est plus dans une vision de société plus ou moins homogène, on est en fait un peu à la merci de tentations égoïstes, populistes sous l'angle politique. On n'est plus dans un concept de solidarité. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'avoir l'énoncé d'un projet de société. Ça va mieux depuis quelques semaines parce qu'on a un gouvernement cohérent, mais ce n'est pas suffisant, je pense. Alors, ce que je crois, c'est qu'on va vivre un choc économique très important. On a parlé hier d'un vaccin, mais d'abord, il faut qu'il soit produit, il faut qu'il soit acheté, il faut qu'il soit distribué. Donc, l'année 2021 sera une année extrêmement compliquée avec un peu de down, des confinements, des micro-confinements. On verra bien. On a vécu un choc économique extrêmement profond. Est-ce que c'est 10% du PIB, 12%? On verra bien. C'est d'ailleurs très mal mesuré parce qu'une partie de l'économie en noir a disparu aussi pendant un certain nombre de mois. Or, l'économie en noir représente 15% du PIB. C'est donc, même si c'est que la moitié, c'est quand même beaucoup. Et donc, on a retrouvé un certain sens aussi au rôle de l'État, parce qu'il a fallu que l'État assure, il n'a pas très bien fait, mais le risque sanitaire. Et l'État a dû compenser cette perte de richesse de l'économie privée par un endettement public extrêmement important qui a quasiment augmenté de 20%. Heureusement, les banques centrales impriment de la monnaie et ce n'est pas de nature inflationniste, donc on sait à peu près comment soutenir l'économie. Mais il va falloir qu'à un certain moment, l'économie privée revienne. Et donc, c'est un travail de nous tous, pas simplement de gouvernement, surtout pas, mais des chefs d'entreprise, de garder les liens, les projets dans les entreprises. Et pour moi, le pire serait qu'à un moment, les chefs d'entreprise perdent le moral eux-mêmes, parce que si le moral disparaît, les choses n'ont plus de sens. Et donc, il faut garder ce que j'appelle du caractère à titre personnel dans nos vies personnelles, familiales, surtout professionnelles, pour qu'à un certain moment, quand les choses vont mieux, eh bien, on puisse montrer qu'on a été capable, avec force et vigueur, de traverser cette crise. Mais donc, on va vivre des chocs économiques importants. On a la chance en Belgique d'avoir un système où finalement il y a beaucoup de redistribution et qui permet qu'il n'y ait pas des parties entières de la population qui tombent. Mais dans certains pays, cette crise va certainement entraîner des chocs politiques importants. Des pays qui sont peut-être un tout petit peu moins homogènes. Et donc les années prochaines vont être assez, je crois, quand même compliquées sous l'angle économique. Mais heureusement, nous n'avons pas d'inflation, nous avons une banque centrale qui imprime de la monnaie et nous avons dépassé la logique qui avait prévalu il y a quelques années, qui consistait à dire qu'on ne pouvait pas utiliser l'endettement public pour soutenir l'économie. Si on ne l'avait pas fait, tout se serait écroulé. Voilà. Et optimism is a moral duty. Donc, je te remercie pour ce message positif. Parlons un peu du rôle des entreprises. Hein. Nous avons défini au sein de Gouverna la troisième vague de gouvernance comme celle où le rôle des entreprises est devenu encore plus
plus importants dans la société. Tu as certainement lu les contributions de Colin Myers sur le purpose. L'entreprise est là pour contribuer au bien-être, pour contribuer au bien commun. On lit un peu la même chose dans ton livre Hypercapitalisme, le coup d'éclat permanent. Tu parles de la confrontation entre ces modèles anglo-saxons d'un côté avec la grande mobilité, la flexibilité, et alors notre modèle des États-providence. Et tu plaides toi aussi, si j'ai bien compris, pour un renforcement du rôle de l'État, mais sur base d'une vision stratégique et en partenariat avec les entreprises. Est-ce que c'est correct? Oui, effectivement, ce livre, j'ai mis longtemps à l'écrire parce que j'ai voulu que ce soit, pendant un certain nombre d'années, mon dernier livre, dans tous les sens du terme, parce qu'à un moment, il faut synthétiser une pensée, et je considère avoir, comme on dit, remis ma copie, c'est-à-dire passer, donc je réécris au total, je crois, 79 ou 80 livres, je ne sais même plus très bien combien j'en ai écrit, mais finalement, j'ai voulu à un moment synthétiser ma pensée. Et j'ai en fait une conviction d'un libéral profond que je suis, à savoir qu'une économie est basée sur l'entrepreneuriat, est basée sur la prise de risque, et la prise de risque, c'est la prise de risque professionnelle, biologique, capitalistique, et que finalement, seule la prise de risque permet de faire avancer la prospérité dans les communautés. Je pense qu'à côté de ça, on a été trop influencé par le modèle américain, néolibéral, qui est un modèle en fait qui n'est pas compatible avec notre système européen. Je m'explique. Quand on prend mais très rapidement, pour donner un petit peu de background historique, quand on prend l'histoire du capitalisme américain, qui est très dominant dans le monde, il est devenu presque une norme, on a en fait plusieurs périodes qui sont très très bien délimitées. On a une première période de libéralisme qui s'achève en 1929 avec ce crack de Wall Street et puis la Grande Dépression qui commence. C'était un choc extrêmement important. Je le dis parfois, certains le savent. Ma grand-mère était américaine et m'a souvent parlé de cette période comme étant absolument dramatique d'un point de vue économique. Et puis a commencé une période de New Deal, de Roosevelt. C'est une période en fait keynésienne, c'est-à-dire d'intervention étatique, qui ne s'est pas du tout arrêtée avec la guerre. On a tendance à voir le XXe siècle comme étant un siècle qui est séparé par deux guerres, mais pas du tout. Il faut parfois voir les choses de manière horizontale. Et en fait, cette période keynésienne a commencé en 1933 à peu près, jusqu'en 1971. C'était la fin des accords monétaires d'après-guerre. Et toute l'économie, tant américaine qu'européenne, a été fondée sur un certain contrat social de contribution à la fois du capital et du travail à la prospérité. Les années 70 ont été une décennie absolument épouvantable. C'était une décennie en fait d'inflation, d'endettement public. On a retrouvé le chômage de masse qu'on avait connu dans les années 30. C'était une mutation d'une économie industrielle vers l'économie de services. Et c'est en fait cette inflation, cette perte de valeur du capital dans les années 70 qui a donné lieu à cette nouvelle phase de libéralisme, qu'on appelle pour ça néolibéralisme, qui a duré de 1920 à plus ou moins maintenant, c'est-à-dire à peu près 40 ans. Et en fait, ce néolibéralisme, il est fondé sur une chose, c'est la mobilité des personnes. C'est ça la clé, la mobilité des personnes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas de protection sociale, les entreprises la donnent, les Américains n'en veulent pas d'ailleurs, ne veulent pas la payer. Chacun prend sa vie en main et donc bouge. C'est un pays qui est on the move de manière permanente dans tous les domaines, que ce soit les domaines de l'expression du droit, l'expression des modes des business cases. D'ailleurs, c'est un pays qui est inductif. Nous sommes déductifs, ils sont inductifs. Et en Europe, on a progressivement importé ce modèle dans les années 80-90, mais en fait, le modèle européen, il est fondé sur un autre concept, qui est le concept d'État-providence, de welfare state. Alors, peut-être trop de providence, peut-être trop d'État, mais c'est néanmoins un modèle qui a épousé la nature de nos communautés européennes. C'est-à-dire qu'un modèle ne s'impose pas par hasard, il s'impose parce qu'il y a des prédispositions géographique, géologique, est-ce qu'il y a la mer, est-ce qu'il y a la terre, est-ce qu'on est agriculteur, est-ce qu'on est marin, et donc le modèle de l'État-providence en fait a épousé le fait qu'en Europe on est très fragmenté, donc très immobile.
On ne va pas travailler dans un autre pays, sauf les cadres supérieurs, facilement. Le Portugais ne va pas travailler dans les usines allemandes de Volkswagen et inversement, l'Allemand ne va pas devenir pêcheur de sardines en Portugal, je simplifie un peu. Et donc, le concept d'État-providence a épousé une certaine immobilité du travail. Et donc, en fait, quand on a importé le modèle néolibéral américain, on ne s'est pas rendu compte qu'on devait ou bien le refuser en disant ça ne nous intéresse pas, ou bien flexibiliser le travail en disant il va falloir devenir plus mobile. Peut-être pas toujours géographiquement, mais en termes de connaissances, de lifelong learning, etc. Et donc aujourd'hui, on a une collision entre deux modèles, c'est-à-dire un modèle où l'État reste extrêmement présent, mais pas toujours bien présent, et un modèle néolibéral qui est plus prospère, mais plus volatile. Et donc, on a une sorte d'ambiguïté dans nos sociétés. On voudrait retrouver le monde d'avant, qui est un monde stable, un monde connu, un monde de solidarité absolue, mais on aimerait bien avoir la prospérité américaine. Et moi, ce que je pense... le meilleur des deux mondes, en fait. Voilà, mais c'est pas possible d'avoir le meilleur des deux mondes parce que si on veut la prospérité économique sans mobilité du travail, c'est pas possible. Et si on veut l'immobilité du travail, donc un certain caractère statique aux sociétés, on n'aura pas naturellement on va dire, le caractère innovateur, inventeur des États-Unis. Vous savez, c'est pas un hasard si Google, Amazon, Netflix et tutti quanti ont été inventés aux États-Unis. C'est parce que c'est inductif. On reprend le business case day after day, on repense jusqu'au moment où ça marche. Et failure is an option. Chez nous, c'est pas tellement une option. Et donc, je pense que l'État, en fait, a un rôle aujourd'hui qui n'est pas clair. L'État s'occupe un peu du secteur privé, est présent dans des télécommunications, dans certaines banques, et on devrait en fait retrouver la ligne, la frontière entre le rôle de l'État et le rôle des entreprises. Et moi, j'ai une conviction, c'est que l'État doit s'occuper des biens publics, c'est-à-dire des biens qui demandent un engagement solidaire qui dépasse la logique capitalistique. C'est le domaine médical, c'est le domaine de l'enseignement. Ce n'est pas le rôle des entreprises de former les gens au début, quand ils ont 18 ans. Tu appelles ça tout ce qui n'est pas privatisable. Ce qui n'est pas privatisable, parce qu'un État et une entreprise ont deux concepts différents. Le rôle d'une entreprise, c'est d'essayer de trouver de manière parfois très temporaire le monopole pour gagner ce qu'on appelle la rente de monopole, c'est-à-dire l'idée que quelqu'un n'a pas encore eu avant que l'entreprise soit rattrapée par d'autres concurrents. Un État doit gérer des valeurs solidaires à long terme. Tu le disais très justement, enseignement, soins médicaux et autres, et gérer un contrat social. Et donc, si on pouvait arrêter le temps, mais on n'arrive pas à arrêter le temps, on devrait en fait redéfinir le rôle de l'État. Un pays qui l'a assez bien fait, c'est l'Allemagne par exemple. L'Allemagne est interventionniste, mais de manière respectueuse de l'innovation dans le domaine industriel. Et donc, chez nous, c'est un peu un pot-au-pot, il y a un peu de tout. Et souvent, parce qu'en Belgique, comme toujours, on n'est pas capable d'exprimer une vision de la société. Très bien, merci beaucoup Bruno, c'est ce que tu as déclaré, je pense que c'était hier une interview à LN24, c'est l'État qui va sauver l'économie. On voit aussi dans notre centre gouvernance publique au sein de Governa ce rôle croissant de l'État et alors comment tu vois le lien entre ce rôle croissant de l'État et justement le rôle des entreprises. Et ensuite, c'est une question de ma part, je vais vite parce qu'il y a déjà plusieurs questions de la part des participants. Je vais prendre quelques questions des participants, ne vous inquiétez pas. C'est une très bonne question parce qu'on peut se demander. Bon, d'abord, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité. Sans l'État aujourd'hui et ses capacités d'endettement public, l'économie se serait complètement effondrée. Il fallait absolument aider des personnes qui n'avaient plus de travail, des indépendants, des ouvriers, des employés. Et donc, finalement, on doit être, je pense, reconnaissant du fait que l'État a apporté cette capacité que personne ne possède d'apporter à peu près 40 à 50 milliards d'euros à l'économie pour soutenir l'économie privée. Par cet endettement public que les entreprises ne sont plus capables d'effectuer. Peut-être que demain, l'État va devoir aider les banques aussi, parce que les banques, des grandes banques, ont des problèmes de crédit, auront peut-être des problèmes de crédit. De nouveau, les banques devront peut-être, je ne l'espère pas, mais ça peut arriver, être aidées par l'État. Donc, il faudra qu'évidemment, on ne peut pas, les États, ce n'est pas des puissants fonds, on ne peut pas imaginer que l'État s'endette, parce qu'à un moment, l'économie privée va mourir, donc il faut à un moment sortir de tout ça. Et c'est ça qui sera compliqué, parce que nous ne pouvons pas nous habituer à une économie où l'État intervient tout le temps. Or,
nous nous habituons à une situation où l'État intervient beaucoup maintenant. Alors, je ne sais pas quand, comment ça va se passer, mais il faudra un moment sortir de cette économie et je pense que ce sera le message de confiance que les entreprises vont devoir donner. Entre-temps, les entreprises devront peut-être contribuer un peu plus, les particuliers et plus riches aussi. Je ne pense pas que ça change grand-chose d'ailleurs. Je pense que lever des impôts en période comme on vit maintenant n'a aucun sens. Mais voilà, c'est l'avis il n'y a pas que mon avis qui compte. Mais donc, ce sera difficile d'en sortir un moment. Mais donc, je disais hier à Hélène 24, il ne faut pas jeter trop vite l'État parce que c'est l'État qui nous a quand même aidés maintenant. Et c'est l'État, par exemple, qui permet qu'on ait des soins hospitaliers, qu'on soit pris en charge par des ambulances quand il faut. Donc, gardons, je pense, le respect de ce qui est apporté. Et finalement, si ce qu'on vit est un peu une guerre, c'est une guerre médicale, c'est une pandémie, peut-être qu'on devrait avoir de nouveau, comme après la Seconde Guerre mondiale, un nouveau contrat social qui est formé entre les personnes intervenantes à la vie civile. Justement, à ce sujet, il y a une question de Madame Catherine Delange qui dit c'est très beau, elle fait un peu l'avocat du diable, mais l'État-providence n'est pas un puissant fin. Comment nos générations futures vont-elles pouvoir gérer l'endettement de tous les États ou le désendettement de tous les États? Ben, je pense que l'endettement des États maintenant va suivre une logique d'augmentation. Il y aura à un moment une certaine stabilisation, mais cet endettement n'est pas grave. Je sais que je choque certains parce qu'on a tous la logique de devoir rembourser nos dettes. On rembourse nos prêts hypothécaires, on paye nos loyers, mais un État n'a pas les mêmes logiques. Un État n'a pas de vie. Un État, c'est infini. Et d'ailleurs, l'endettement public, sauf dans certains pays comme l'Allemagne ou comme le Luxembourg, d'habitude ne diminue jamais. L'endettement public augmente, il se mesure en proportion de la richesse qui est créée chaque année. Et en fait, une dette ne se rembourse pas, une dette publique, elle se refinance au fil de l'eau. La seule question qui est importante, c'est de savoir à quel taux d'intérêt on refinance et si on trouve quelqu'un qui prête de l'argent. Eh bien, aujourd'hui, nous avons une banque centrale qui aura à terme acquis à peu près 30, peut-être 40% de l'endettement public de la zone euro et qui aura donc pris de l'endettement public et en contrepartie donné de la monnaie. Le danger, c'est qu'à un moment, évidemment, il y ait de l'inflation, c'est-à-dire qu'il y ait tellement de monnaie que la monnaie perde en valeur et que donc il faille plus de billets et de pièces pour acheter quelque chose. Mais d'habitude, l'inflation arrive quand on imprime de la monnaie, quand on est ou bien en plein emploi, ce qui n'est pas du tout le cas. Les capacités de production ne sont pas utilisées, il y a du chômage, ou qu'il y a une perte de confiance dans la monnaie, ce qui n'est pas le cas non plus. Et donc, je pense que la dette publique qui est acquise par les banques centrales maintenant ne sera jamais présentée au remboursement. Chaque fois que cette dette va arriver à maturité, elle sera représentée aux États qui vont refinancer. Et c'est un mouvement que le Japon connaît depuis maintenant 30 ans. L'important, c'est que les taux d'intérêt n'augmentent pas. Mais je pense qu'on n'est pas dans ce contexte-là, en tout cas pour un certain nombre d'années. Merci beaucoup. J'ai une question encore au niveau, et là on fait en fait le lien avec ma prochaine question également de Chris Wouters qui parle des prévisions parce qu'il demande quels sont les 3 plus importants risques en 2021 selon vous, mais il demande aussi comment les traiter au niveau du Conseil et comment les transformer en opportunités pour l'organisation. Mais d'abord, je pense que le méta-risque qui touche nos sociétés, c'est finalement d'abord le risque social. C'est l'ordre social. Ça, c'est finalement. On peut imaginer n'importe quelle société qui est très riche, moins riche, mais il faut que l'ordre social soit assuré. Et donc, c'est pour ça que dans ces périodes de récession, de déflation, d'indécision, d'avenir un peu inconnu, il faut que l'État ait un rôle bienveillant. Bienveillant. Parce que si à un moment on a l'impression que l'État n'est pas là pour assurer une certaine protection sociale, c'est une catastrophe. D'autre part, moi je pense qu'au sein des entreprises, il faut profiter de ces périodes pour, comme les gens ont plus de temps, comme les gens ont des manières un peu différentes de s'exprimer, il faut, je pense, stimuler l'innovation. Ça, c'est ma conviction. C'est-à-dire que comme on n'est pas dans des débats répétitifs, comme on n'est pas dans des patterns de devoir se rendre au boulot, d'avoir les mêmes réunions, mais qu'au contraire, on a cette distance digitale et que donc on peut oser plus dans le respect du dialogue, je pense qu'il faut stimuler l'innovation et poser à tout le monde la question, mais comment faire mieux? D'ailleurs, moi, dans la banque de Degroof Petercam, j'ai dit, on va faire un Degroof Petercam 2.0, c'est-à-dire qu'on va écouter tous vos retours d'expérience
et on va essayer d'améliorer tous nos processus, parfois gros, parfois petits. Bon, ça n'a pas toujours marché, mais on a quand même repensé beaucoup de choses en maintenant 6-7 mois, en faisant appel à la capacité d'innovation des gens. Je répète, hein, moi je crois énormément à l'intelligence collective. Je crois que dans une entreprise, ce n'est pas un génie et puis des exécutants. Je crois qu'au contraire, il y a beaucoup de bon sens, que les personnes ont souvent une excellente intuition de leur métier, de leurs activités, et que c'est ça qu'il faut stimuler. Et si un conseil d'administration, un comité de direction font la promotion de cette intelligence collective, il peut y avoir qu'un bon retour. Je suis certain de ça. Parfait, très beau message en tout cas, je l'ai bien noté également. Alors, parlons quand même brièvement, mais quand même on est un institut de gouvernance des rôles du conseil, hein, le rôle de oui. Monitoring, le rôle de stratégie, le rôle de leadership. Est-ce que tu penses que ces rôles ont été impactés par cette crise? Est-ce qu'on va les vivre différemment? Mais cette crise est un test de leadership. Moi, je pense qu'il y a, je vais être beaucoup plus concret. Je pense que cette crise est une façon de voir si les comités de direction et les comités conseils d'administration sont à la hauteur de l'entreprise. C'est un véritable stress test parce que, vous savez, il y a un proverbe en français qui dit il n'y a pas de bon capitaine, ou il n'y a de bon capitaine que lorsqu'il y a une tempête. Et je pense que les entreprises qui sont répétitives dans leur comportement sont des entreprises dont le management, naturellement, ne va plus être reconnu comme tel. C'est un stress test de caractère, de cohésion, de leadership extraordinaire. Parce que bon, gérer une entreprise, moi ici, vous voyez, je suis dans mon bureau avec mes cadres des Beatles ici derrière que j'aime bien, mais bon, il faut être capable de garder le contact humain, de stimuler, parfois de dépasser sa propre fatigue physique, psychique, parce que c'est fatigant de faire tout ce qu'on fait. Donc c'est un véritable stress test. Et je suis certain qu'au moment où le confinement sera terminé et que les gens vont rentrer dans les entreprises, d'autres managements vont s'imposer. C'est certain. C'est complètement certain, ça. Parfait, très bien. On a parlé résilience, on a parlé prévision, parlons aussi un peu durabilité, parce que je pense que la durabilité est également un sujet très important. Mais au préalable, j'aimerais te poser une question qui nous est envoyée par François-Xavier Rago et qui demande ta perspective sur la construction de l'Union européenne à ce stade. Et ensuite, je passerai au New Green Deal. Oui, ben, je pense qu'il y a de la place pour faire un New Green Deal, c'est évident. Mais bon, tout ça mettra énormément de temps à se mettre en place. Ça arrivera, hein, on doit faire une transition climatique, on pourra utiliser l'argent de la Banque centrale, mais on voit bien qu'il y a une énorme inertie. Et c'est aussi un test de leadership, hein. Je parlais de test de leadership au niveau des entreprises, mais c'est un test de leadership au niveau des gouvernements. Bon, et ça n'a pas été extraordinaire quand même dans ce pays, hein. Pas de test, pas de vaccin anti-grippe, on n'a rien compris pendant longtemps. Et au niveau européen, bon, c'est bien d'avoir fait des plans à 750 milliards d'euros, ce qui entre nous est ridicule par rapport à ce que les Américains font, mais personne ne sait encore maintenant comment faire. Et ça, c'est vraiment la preuve que quand je dis que c'est un test de leadership, c'est que toutes ces institutions fonctionnent bien parce qu'elles sont répétitives dans leur comportement. Elles font tout le temps la même chose. Mais aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle en mathématiques un point de discontinuité. C'est pas comme si on pouvait continuer, on a un point de rupture. Et donc, dans le domaine politique, comme dans le domaine des entreprises, subsisteront les personnes qui auront été capables de sortir de le schéma répétitif, c'est-à-dire d'arrêter de s'occuper de petits détails, mais de grandes choses. Et donc l'Europe va se développer, mais ce sera compliqué. Ce qui tient à l'Europe maintenant, c'est la monnaie, essentiellement, c'est l'euro. Parce qu'on sent quand même qu'il y a des pays qui ont des logiques sociopolitiques qui deviennent un tout petit peu différentes. On a l'impression que le Covid rassemble les économies parce qu'on est tous frappés par le même mal. Mais quand ce vaccin sera trouvé, quand on sera plus ou moins guéri et sorti de là, on va voir de nouveau des divergences qui vont s'imposer. Avant de parler de durabilité tout court, hein, donc je voulais parler du New Green Deal, hein, qui veut faire de l'Europe le premier continent qui est climatiquement neutre. Oui. Dans ton essai, tu parles aussi des valeurs morales qui guident la gestion de notre pays. Est-ce que pour toi, est-ce que là, il y a un lien, peut-être que je cherche peut-être midi à 14h, mais est-ce qu'il y a un lien avec cette notion de durabilité ou pas du tout? Bien sûr, oui. Vous savez, la morale, ça veut rien dire avoir des valeurs morales parce que tout dépend de
du cadre de réflexion relatif dans lequel on est, mais on pourrait finalement, et donc on ne peut pas dire qu'un cadre moral est bon ou pas bon, il est l'expression d'une certaine prédisposition sociopolitique et d'un système, d'une histoire, d'une culture, d'un contexte religieux, de plein de choses. Mais par contre, je pense qu'on est dans une situation maintenant d'urgence dans différents domaines. Et je ne passe pas. Pour moi, les problèmes de dette publique ne sont rien du tout par rapport aux problèmes de surpopulation, par rapport aux problèmes de bouleversement climatique et autres. Et pour moi, une morale dans la gestion d'un pays comme d'une entreprise serait de dire, puisque tu posais la question de savoir le long terme contre le court terme, qu'on devrait dans un pays prendre que toute décision politique, aussi petite soit-elle, soit subordonnée au fait que ce soit bon pour les futures générations. Parce qu'au lieu d'aspirer le futur en profitant de manière narcissique, on se dirait à quoi est-ce qu'on doit renoncer maintenant pour être sûr que nos enfants, nos petits-enfants aient une vie qui soit acceptable et harmonieuse. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc j'avais bien lu alors la notion des valeurs morales dont tu parles. J'ai pas uniquement une question, mais d'abord une remarque de Madame Christine de Clercq qui dit avant toute chose, félicitations à Bruno Coleman pour ses prises de position courageuses ces derniers mois et notamment dans son coup d'éclat permanent. Alors, sa question de Grove est pionnier en ISG depuis des années. L'engagement du management et du board résonne-t-il différemment sur les 3 lettres ISG depuis la crise? En tout cas, dans le métier de la banque, nous avons ce qu'on appelle un asset manager qui est d'ailleurs extrêmement performant. Oui, dans tous les produits que nous fabriquons, nos SICAV, deviennent toutes progressivement labellés ESG. Ça devient maintenant une marque de fabrique absolument qu'on fait. Oui, tout à fait. Donc c'est une réalité. Et je pense que les banques ont un rôle très important à jouer là-dedans, très très important. Donc nous jouons notre rôle tout à fait dans ce domaine. Très bien, merci beaucoup. On revient quand même souvent aussi dans les questions sur les d'autres crises possibles. Il y a aussi Madame Catherine Delange qui dit demain il y aura d'autres crises systémiques déclenchées par exemple par le dérèglement climatique. Est-ce que les moyens publics ne devraient pas être conditionnés à une logique de transition vers un modèle économique plus durable? Si, je crois que si. Je crois que, d'ailleurs, moi, je crois fort en l'investissement climatique productif. Hein. On a une immense transition à faire. Prenons le cas de la Belgique pour parler simplement. À un moment, qu'on le veuille ou non, les centrales nucléaires, on va devoir arrêter parce qu'elles ont une durée de vie limitée, on le sait. On peut les prolonger 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais enfin, à un moment, ça s'arrête. Et même si on a fait un branchement électrique avec l'Allemagne depuis quelques jours, on a maintenant... on doit retrouver notre indépendance énergétique. Et donc, ça veut dire faire des centrales à gaz, une transition, des éoliennes. Donc, ça, ce sont des domaines où l'État peut intervenir parce que ce sont des investissements qui dépassent l'horizon normal d'une entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des partenariats privés et publics extrêmement importants avec la création de nouveaux emplois et la mise en l'emploi de personnes parfois moins qualifiées. Donc, oui, je pense effectivement, moi, je suis très positif à ce niveau-là. Et là, ça, c'est une question de ma part. Où est-ce que tu mets la limite entre ce qui est privatisable et ce qui ne l'est pas? C'est très difficile à faire. Moi, je pense que ce qui est en concurrence harmonieuse peut être privatisé. Ce qui n'est pas en concurrence, qui relève des biens publics, peut rester dans le secteur public. Par exemple, je parle à titre personnel ici, est-ce que l'État doit être encore actionnaire de Belgacom? Moi, je n'ai pas très bien compris pourquoi, alors que c'est une entreprise qui est en concurrence avec 3 opérateurs en Belgique. La Poste, c'est plus discutable. Par contre, le socle de l'éducation et des soins médicaux, ça doit rester dans l'État. Et je pense que dans le domaine énergétique, qui est un domaine qui relève en fait finalement du patriotisme, un État, un pays doit être capable d'assurer une certaine autonomie. Et je vais répondre à cette question peut-être de manière un peu différente. Une des grandes erreurs non, nous n'avons pas bien compris le néolibéralisme. On a cru que le néolibéralisme, c'était en fait que le marché allait décider pour tout le monde et que le marché savait mieux que les pouvoirs publics. Ça, c'était la grande erreur de Guy Verhofstadt dans les années 80 et ultérieures, c'est de croire que finalement, le marché savait mieux. D'ailleurs, on parlait de marché des capitaux, de marché de l'emploi, partout le marché. Mais s'il y a bien un pays où l'État a un rôle extrêmement important à jouer et directif, c'est bien les États-Unis.
dans le domaine énergétique. Quand on regarde le plan digital américain qui fait 800 pages, avec un summary de 60 pages qui a été publié en 2007 ou en 2008, eh bien, tout le plan américain de dire voilà où on veut, on est ici, voilà où on veut dans quelques années, est établi en partenariat avec les entreprises privées et l'État. Et donc, c'est ça finalement qui. Donc en Europe, on a fait cette erreur de croire que le marché pourrait décider pour nous. Et donc, en fait, on devrait se demander, mais qu'est-ce qui appartient vraiment à l'État? Et moi, je pense qu'il y a des domaines régaliens, l'énergie, entre autres, la sécurité des personnes, l'éducation et la santé, qui doivent rester dans l'État, et le reste, ça peut être, à mon avis, en grande partie libéré. On te remercie vivement, Bruno, parce qu'on plaide dans notre vision sur le rôle de l'État, on plaide justement pour une définition claire de cette une prise de position claire de l'État sur ce qu'elle considère comme enjeu stratégique dans tout ce qui est participation dans des entreprises privées. Donc, je pense qu'on est entièrement sur la même longueur d'onde. J'ai une question de M. Laurent Janssens. Combien de Black Swans pourront les États-providence encore supporter? D'autres risques systémiques ou des crises climatiques? On revient souvent avec les crises climatiques. Voilà, il y a le lien là avec l'endettement, je pense également. Je pense que l'endettement, vraiment, j'essaie l'endettement, c'est pas un problème pour le moment, parce que l'endettement, c'est jamais qu'imprimer de la monnaie, puisque c'est refinancé. Et donc, tant qu'on n'a pas d'inflation, ce n'est pas grave. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas un jour. Moi, je pense qu'on a 10 ans pour changer nos sociétés, pas plus. D'ailleurs, quand on projette les courbes en matière de transition énergétique, climatique, quand on s'intéresse aux pyramides des âges, on sait, on voit, on respire le fait que c'est entre 2027 et 2030 que les choses vont arriver. Et donc, on a devant nous des chocs très importants. Alors, j'espère que ce ne seront pas des chocs systémiques, parce que le risque systémique, c'est le risque du système, c'est un risque qui, par essence, est non diversifiable. Et le véritable risque systémique, c'est l'ordre social qui n'existe plus ou la monnaie qui disparaît. Bon, ça, j'espère qu'on va y échapper, mais on va avoir certainement, oui, des interventions étatiques dans de multiples domaines, mais de nouveau, il faut bien réfléchir. Nous avons voulu garder un État-providence. Et je ne dis pas que c'est mal, parce que moi, je suis un produit de l'État-providence. Donc, c'est grâce à l'État-providence que j'ai pu faire des études, par exemple. Mais nous avons voulu un État-providence extrêmement rigide, très immobile, tout en croyant qu'on allait bénéficier de l'économie de marché. Et donc, c'est pour ça que les États aujourd'hui et demain seront écartelés, déchirés. C'est les gilets jaunes finalement, entre d'une part une population qui demande des biens sociaux, des biens médicaux, des biens éducationnels en disant j'y ai droit, et ils y ont droit, et d'autre part des entreprises qui échappent aux États parce qu'elles sont internationales, elles sont globalisées, elles sont digitalisées, elles sont étrangères. Et donc, on voit bien qu'il y aura des tensions sociales, et je répète, pour moi, le seul risque vraiment important, c'est le risque social. D'ailleurs, j'avais écrit un livre au moment des Gilets jaunes qui s'appelait du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme. Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme. Je ne changerai pas ce titre parce que je pense que l'un est le reflet de l'autre. Je pense que tu as déjà répondu indirectement à la question de M. Rolando Wolf, mais je la lis quand même parce qu'elle est pertinente. 15% de pauvreté en Europe, comment est-ce que l'État stratège doit s'y prendre et avec quel contrat social? Mais c'est un échec complètement d'avoir 15% de pauvreté en Europe. Et d'ailleurs, en Belgique, on y a été confronté de manière un peu abrupte. Hein. C'est qu'à 10 à 15 ans qu'on s'est rendu compte que tout compte fait, on avait un taux de pauvreté, on avait un taux d'alphabétisation qui était tel qu'il y avait quand même 10% des gens qui avaient des difficultés à lire ou à écrire. On s'est rendu compte tout d'un coup qu'en fait, il y avait des poches entières de la population. Alors, malheureusement, ces poches de population ne sont pas situées de manière dispersés dans le pays, qui sont plutôt dans le sud du pays. Et donc, je pense aussi lié au fait qu'on n'a pas donné aux personnes un message de courage et de caractère qui était celui qu'elles étaient en droit de devoir pouvoir écouter. Mais donc, je ne dirais pas que c'est un échec de l'État-providence, parce que l'État-providence est très important. L'État représentait avant la crise à peu près 52-54% du PIB, ce qui est quand même gigantesque, mais c'est la preuve qu'on n'a pas donné aux gens le message qu'on ne pouvait pas bénéficier d'une croissance qui était créée simplement par l'État ou à l'insu de l'économie privée. Et c'est donc pas un hasard si les poches de pauvreté se situent essentiellement dans le sud du pays.
Tout à fait. Bruno, je vois qu'on arrive vers la fin, mais j'ai encore une question finale à te poser sur les conseils d'administration, évidemment, pour finir. Je note d'abord, je résume un peu toutes les choses intéressantes que tu as dites. On a 10 ans pour changer la société, tu dis, mais je note aussi que tu as un message qui est très positif, un message de courage, un message d'intelligence collective, mais aussi de rigueur, d'intuition. Un message de care for people, hein, tu parles de geloof Peter Kam comme un people business, et tu vois le rôle de l'entreprise comme un rôle très important, mais dans le cadre de cet état stratège, mais dans un rôle de créer de la confiance et travailler aussi ensemble avec l'État sur cette transition énergétique. Si on prend tout ça ensemble, et aussi le fait que tu dis qu'en fait, ce que nous venons de vivre pour l'instant, ce que nous vivons encore, hein, parce que soyons clairs, ce n'est pas fini, c'est vraiment un stress test pour les boards. Comment est-ce que les boards, les conseils du futur doivent être? Qu'est-ce qu'il faut comme capacité au sein d'un conseil du futur? Comment est-ce qu'il doit fonctionner? Comment est-ce que tu vois le conseil qui sera capable de gérer l'entreprise pendant ces 10 ans dont on a besoin pour changer la société? Mais moi, j'ai la chance de travailler pour une entreprise, ici le groupe Petercam, où le conseil est d'une qualité remarquable parce qu'il représente aussi les actionnaires, c'est-à-dire les personnes qui ont mis leur patrimoine dans leur entreprise. Et donc, ce sont des personnes qui voient le long terme parce qu'elles sont parfois là depuis 6 générations, 4 générations, 5 générations. Je suis administrateur dans 2 autres sociétés familiales qui fonctionnent extrêmement bien, mais je dois dire que de manière générale, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire, je n'ai pas toujours été impressionné par la qualité des boards des sociétés dans lesquelles j'ai travaillé. Pourquoi? Parce que je pense qu'un board, être board member, c'est une responsabilité très exigeante. Ce n'est pas simplement venir à une réunion non préparée et s'en sortir avec quelques pirouettes et quelques réflexions sans intérêt. Non, non, non. Être board member, c'est une responsabilité. Ça demande d'abord d'aimer les valeurs de l'entreprise, de s'engager en termes de temps, en termes d'intelligence, d'apprentissage personnel, de curiosité, de rigueur. Et en fait, si ces valeurs sont présentes, alors on a des boards qui fonctionnent parfaitement avec toujours le rôle central du chairman, qui est en fait pour moi le véritable chef d'orchestre de l'entreprise, parce qu'il doit assurer la cohésion du conseil et le lien avec les comités de direction. Mais moi, je pense que dans les boards, cette crise, je crois que le tri sera fait. Finalement, cette crise montrera au fil des mois qui vont s'écouler, qui est bon dans un board, qui n'est pas bon dans un board, qui était capable de penser de manière différente, qui était répétitif, qui était capable de s'ajuster, d'avoir une idée, de se dire mais est-ce qu'on vit à un point ou pas de discontinuité, comment est-ce qu'on change d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait pour changer l'entreprise. Il y aura certainement une question de rotation générationnelle qui va bientôt se présenter. Au niveau de la composition, tu vois. Oui, je pense que les boards sont évidemment, ça dépend aussi les entreprises familiales ont des boards qui reflètent les familles, et c'est normal, ça doit être comme ça. Mais dans des boards de sociétés cotées, je ne suis pas sûr qu'il y a assez de jeunes. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont là. Et déjà moi-même, j'ai 59 ans, je deviens trop âgé par rapport au développement technologique, même dans le secteur bancaire, il faut des gens plus jeunes. Mais si vous demandez à un jeune d'aller dans une entreprise où il n'y a que des personnes âgées, il va dire j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Donc, ça c'est la lucidité des chairmen d'assurer la diversité en termes de formation, de background, de l'équilibre homme-femme, d'âge, etc. Et c'est ça qui fait le secret d'une entreprise. Moi, je pense que la personne de l'entreprise qui est la plus cruciale, c'est pas du tout le CEO, hein, c'est le chairman de l'entreprise. Et on a la chance d'avoir ici, chez le groupe Petercam, quelqu'un d'absolument remarquable comme chairman, et ça fait vivre l'entreprise. Merci beaucoup. Au niveau de la composition du conseil, au niveau du fonctionnement du conseil, là, tu vois des évolutions dans l'avenir. Est-ce que dans les mois qu'on vient de vivre, il y a eu des différences au niveau de ton vécu? Oui, c'est-à-dire que les banques sont extrêmement réglementées et régulées, donc il y a beaucoup de comités spécialisés et qui ont des rôles particuliers, sachant que nous avons les régulateurs derrière nous qui sont quand même, avec lesquels on est en forte interaction, très très forte interaction, quasiment quotidiennement.
Et donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, enfin, en tout cas, moi, j'aurais appris dans je dis, c'est pas la première fois que je suis CEO d'une entreprise, mais j'ai appris dans cette entreprise la qualité de l'exigence intellectuelle. Et ici, on a la chance, chez le groupe Petercam, d'avoir des personnes extrêmement brillantes, intelligentes, qui ne laissent aucune question non répondue et qui sont dans la demande de clarification permanente. Et ce que j'ai vu, c'est qu'on a profité du temps on a malheureusement un peu vu moins nos clients, eu moins d'activités sociales. Eh bien, on a utilisé ce temps, on a gagné ce temps, on a même regagné ce temps pour creuser tout ce qui devait être creusé et donner des réponses aux questions qui étaient non résolues auparavant. Donc, moi, j'ai vu une évolution extrêmement favorable. Oui, absolument. Malgré le mode digital dans lequel on a dû fonctionner souvent, c'était aussi une question. Est-ce qu'on prend également en compte le langage non verbal? Comment est-ce qu'on gère les émotions à distance? Est-ce qu'il y a pas des biais cognitifs? Mais en même temps, ça a forcé aussi les gens à remettre sur papier, sur des mémos, la conceptualisation des problèmes. Quand une entreprise est une spray baraque, ça ne marche pas. Parce qu'il faut être capable de synthétiser. Moi, je crois fort à l'intelligence profonde collective, mais qui est alimentée par l'intelligence individuelle. Et donc, avoir des personnes qui sont capables de conceptualiser un problème. Et finalement, tous les Webex, les Zoom et les Teams de ce monde ont forcé à devoir mettre sur papier des chiffres, des analyses. Ça a en fait renoué avec une exigence de management qu'on avait sans doute un peu perdu de vue. Et donc, oui, c'est vrai qu'on perd le sens de la relation avec l'autre. Et c'est pas gai. Moi, c'est vrai que je suis ici tout seul dans ce bâtiment, quasiment, c'est un peu lugubre, mais en même temps, voilà, l'exigence de l'écrit a repris de l'importance et je trouve que c'est quand même, ça c'est bien. Merci beaucoup, Bruno. Alors vraiment, pour finir, parce qu'il nous reste que quelques minutes, j'ai une question de notre secrétaire générale, Lisbeth de Rieder, qui dit « Merci Bruno, super session. Encore une question plus macroéconomique pour toi. On est confronté avec des paradigmes shift dans les relations de pouvoir mondial. Compte tenu de ta comparaison avec la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'il ne nous faudrait pas, au niveau européen, un genre Churchill qui a une conviction profonde de sauver l'Europe, pense stratégiquement out of the box et sait convaincre les autres de sa vision? Oui, mais on n'a pas les bonnes personnes pour le moment, ni au sein de la présidence de l'Europe, ni au sein de la Commission. On a des personnes qui ont été des compromis, comme d'habitude. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup entendu quand même la Commission européenne et notre ancien Premier ministre être très vocal, très innovateur, très proactif dans cette crise. Moi, je pense qu'il ne faut pas attendre d'homme providentiel. De Gaulle disait qu'un destin, c'est la rencontre d'un homme et de circonstances. Ben, parfois, il y a des circonstances et pas les hommes. Parfois, il y a les hommes et pas les circonstances. Donc, les personnes qui doivent, ben voilà. Donc, il y a des personnes qui sont pas toujours à la hauteur de leur tâche. Je pense que les crises révèlent les bonnes personnes et donc on aura des changements politiques, je pense, on aura des changements dans les entreprises. Pour moi, cette crise, je me répète, mais c'est un stress test managérial, politique et surtout en termes de caractère. Qu'est-ce qu'on est capable de montrer cette crise nous force à rentrer en nous-mêmes et à montrer le meilleur qu'on peut dans la stabilité, dans la confiance qu'on peut donner. Et le pire, c'est quand on rentre en soi-même et qu'on n'y trouve rien du tout. Alors, il faut changer de fonction. Merci beaucoup, Bruno. Merci de ta conviction, merci de ta passion, merci de toutes les réponses que tu nous as apportées. Je pense qu'on va vers la fin de la session. Je pense aussi qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Merci aussi à vous de votre participation, d'avoir été présents à nouveau et très nombreux. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Prenez soin de vous et faites n'oubliez pas le masque. Voilà, n'oubliez pas le masque et restez courageux et continuez à travailler pour passer ces 10 ans pour changer les sociétés. Merci beaucoup. Merci à tous en tout cas. Merci, c'était un plaisir. Bonne soirée à tous. Au revoir.